Quand tu subis une agression, il est tout à fait normal que tu sois complètement déglingué. Mais cet état de choc, en général, peut passer assez vite. Ce qui n'est pas le cas des personnes dont on va parler aujourd'hui, dont le sentiment de danger reste pour toute leur vie. Ce qui les pousse progressivement vers la dépression et le suicide. Et là, ça pue sacrément la merde quand même. Alors aujourd'hui, on va parler du stress post-traumatique. Et pour ça, on va déjà te définir ce que c'est le stress post-traumatique. Alors, le stress post-traumatique, c'est l'état dans lequel tu te trouves après une agression. C'est le sentiment de revivre en boucle l'événement, d'être bloqué dans une sensation de danger permanente. Dans 80% des cas, cet état, il disparaît avant 1 mois. Mais dans 20% des cas, la personne, elle risque de bloquer toute sa vie. C'est le stress post-traumatique chronique, celui dont on va surtout parler aujourd'hui. On peut résumer tous les symptômes en une idée. La personne est en un état de danger imminent permanent. Donc son cerveau lui balance des images de l'agression fréquemment, la personne est bouffée par la peur, la colère, elle ne dort pas parce que quand t'es en danger, tu dors pas très bien. Elle est irritable parce que quand t'es en danger, c'est bien d'être irritable et de taper la personne qui te met en danger. Elle a des problèmes de concentration parce que quand t'es en danger, tu t'en fous de faire des factures, tu fais gaffe au danger. Bref, on peut résumer le stress post-traumatique chronique par l'idée que l'agressé va rester bloqué émotionnellement dans l'état dans lequel il était pendant l'agression. Je parle d'agression, mais cela peut aussi être lorsqu'on assiste à la mort de quelqu'un d'autre. Il faut, pour parler de stress post-traumatique, par contre, que l'intégrité physique ou psychologique de quelqu'un ait été fortement atteinte. On ne parle pas de stress post-traumatique pour une rupture sentimentale, par exemple. Par contre, comme vu dans la vidéo sur le deuil, la mort d'un proche étant l'un des événements les plus stressants pour un organisme, l'état d'une personne en stress post-traumatique ressemble beaucoup à l'état d'un endeuillé. Pour pouvoir comprendre comment tout ça fonctionne, on va déjà analyser ce qui se passe dans notre cerveau lors d'un stress plus ou moins intense. Et on va comprendre pourquoi les gens ils se retrouvent dans cet état. Donc c'est quoi le stress ? Le stress, c'est une réaction de ton corps au danger. Donc quand tu stresses, le message que ton cerveau t'envoie est « il y a un danger, prépare-toi à bouger ton cul ». Et dans notre corps commence à se préparer à réagir de 3 façons possibles, soit en défonçant la gueule au danger, soit en fuyant le danger, soit en tétanisant, comme le petit lapin devant les phares. Et tous les symptômes de stress, la hausse du battement cardiaque, les moiteurs, sont en fait des manifestations du corps qui se prépare à réagir. T'as aussi des modifications neurologiques avec le stress. Comme ton cerveau il se prépare à ces 3 réactions, il va tenter de les gérer au mieux. Et pour ça, on remarque avec le stress, par exemple, tu deviens plus perceptif pour pas te foirer en trébuchant quand tu fuis, par exemple. Et comme parler ne sert à rien, quand tu dois fuir, le cerveau se désengage du langage, résultat, tu bégayes. Mais tu as bien remarqué dans ta vie que tu n'es pas une machine à réagir en danger, et tant mieux parce que sinon, à ton entretien d'embauche très stressant, tu aurais fui ou tapé le recruteur. Tu n'es pas que ça parce que les zones impliquant dans la peur comme l'amygdale sont aussi sous contrôle d'aires différentes comme le cortex et l'hippocampe, dont le but est d'évaluer la situation et de contrôler correctement l'amygdale en te détendant si tu vois que c'est pas si grave que ça la situation, ou en t'excitant si le danger est vraiment présent. Le problème va venir quand le stress intense va faire basculer cet équilibre. Tu es agressé, ton amygdale elle se met à fond. Et ce qu'on remarque chez les gens en stress post-traumatique, c'est qu'à un moment donné, l'évaluation de la situation a été « t'es foutu, y a rien à faire ». C'est un passage hyper important que l'on repère vite chez les post-traumatisés, c'est le sentiment d'impuissance qui apparaît. À partir de là, c'est le bordel. L'amygdale, elle a peur, les autres aires lui disent « ben ouais, t'es foutu, tu vas crever ». L'hormone du stress, le cortisol, monte au plafond du coup et elle a pour effet d'inhiber complètement les aires plus intellectuelles de ton cerveau qui peuvent plus du tout agir sur l'amygdale. Le résultat, c'est que ton cerveau il passe en mode survie complète et la personne là n'est plus capable que de réagir instinctivement. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne peut pas savoir comment on réagira lors d'un attentat, tout simplement parce que dans une situation de tel stress, on n'est plus vraiment nous-mêmes, on n'est plus qu'une réaction instinctive de notre cerveau. À partir de ce moment-là, il se passe tout un tas de phénomènes bizarres qu'on appelle des réactions dissociatives, comme l'impression d'être hors de soi, que la réalité est tordue, ou des problèmes de mémoire. Un cas connu, par exemple, c'est la femme violée devant sa télé. Dans ses souvenirs, la personne qui l'avait violée avait le visage de la personne qui passait à la télé en même temps. Cet état dissociatif, il peut durer le temps que le cerveau retrouve un état de fonctionnement normal. Voilà donc ce que vit
Un post-traumatisé lors d'un traumatisme. Son cerveau a l'équilibre détruit, il passe en mode survie total, quitte à tétaniser car des fois pour survivre, il ne faut rien faire. L'un des problèmes principaux que l'on va rencontrer plus tard sera que tout ce qui s'est passé pendant l'agression sera alors traité par la partie survie de notre cerveau, pas la plus intelligente et pas la plus accessible à la conscience. Mais on y reviendra plus tard. Il y a des facteurs dans tout ça qui vont augmenter la probabilité de rester bloqué. Par exemple, l'intensité et la durée du danger vital jouent énormément. Le fait que le danger vienne d'une intention humaine aussi. Un accident sera moins dur qu'une tentative de meurtre, par exemple. L'intensité de la dissociation va aussi jouer, et moins logique mais en un moins hyper important, l'état somatique de la personne va jouer. L'intensité des symptômes de son stress, comme par exemple l'accélération des battements cardiaques, va beaucoup jouer. Avoir des antécédents de trauma ou de problèmes psy aussi. Tout ça n'explique pas une chose. Pourquoi dans 80% des cas, cet état va disparaître et le cerveau retrouver son équilibre avec le cortex et l'hippocampe qui va calmer l'amygdale au bout d'un mois? Et pourquoi des fois, le cerveau va rester bloqué dans ce mode survie totale? C'est ce qu'on appelle le stress post-traumatique chronique. Donc, il y a plein de modèles qui expliquent pourquoi ça dure. Mais je vais en garder que 2, car ce sont eux qui, selon moi, permettent de bien comprendre les thérapies les plus efficaces dans le stress post-traumatique. Le premier modèle, c'est celui de l'évitement. On reprend notre petit schéma. L'amygdale, elle est en roue libre parce qu'elle ne peut plus être calmée par le cortex et l'hippocampe. Donc, dès qu'une personne voit par exemple un mur blanc, comme les murs de la chambre dans laquelle elle a été violée, son amygdale va penser « Putain, c'est comme quand tu t'es fait violer, ça va recommencer » et fait monter la personne dans les tours, quitte à la faire hospitaliser. Pareil quand la personne se souvient du viol, les souvenirs activent l'amygdale qui monte dans les tours, pouvant créer crise de panique et aussi, possiblement, un internement. Donc, pour éviter de péter un câble et conserver une vie à peu près normale, qu'est-ce qu'il va faire le post-traumatisé? Eh bien, c'est qu'il va éviter tous les stimuli et pensées qui risquent de le faire vriller, et le faire reprojeter dans la situation où il a été agressé. Le problème, c'est que le cortex et l'hippocampe, ils ont besoin de temps pour calmer l'amygdale, et que comme la personne évite, et donc ne laisse pas le temps à ces aires de faire leur boulot, eh bien les aires restent déconnectées entre elles. Un peu comme quand tu vois un mail en 1G, tu dois attendre le temps que les informations soient envoyées. Si tu coupes ton portable avant, ça marche pas. Maintenant attention, c'est pas une raison pour faire les cons après en disant à des gens traumatisés « Ah t'es con, t'as qu'à passer tes souvenirs en boucle, le temps que ton hippocampe elle calme le tout ». Parce que quand tu risques l'hospitalisation en faisant ça, c'est une idée à la con de faire. Il y a des professionnels pour y arriver, dans les règles de l'art, les règles à respecter pour que la personne elle parte pas en vrille. Deuxième explication du stress post-traumatique. Et là, c'est une théorie d'intégration de l'information. Cela part du principe que le cerveau n'aime pas ne pas comprendre et tournera en boucle sur un sujet tant qu'il ne trouvera pas une conclusion satisfaisante. Comme quelqu'un, par exemple, qui tourne en boucle sur la tromperie de son conjoint tant qu'il n'a pas compris pourquoi c'est arrivé. Le problème dans le stress post-traumatique, c'est que le traitement de l'information a été fait pendant le trauma par une partie pas très intelligente de ton cerveau. Donc ce qui a été traité pendant le trauma n'est pas du tout nuancé et peut te pourrir la vie de façon latente, comme un programme qui tourne dans un ordinateur sans que tu t'en rendes compte. Par exemple, une femme violée a perdu toute confiance en elle depuis qu'elle s'est fait violer il y a 15 ans. Sauf que pendant le viol et les jours qui suivent, c'est infiltré dans sa tête, c'est l'idée qu'elle était sale. Du coup, les parties intellectuelles de son cerveau n'arrivent pas à intégrer la bêtise de ses pensées parce qu'elles étaient off pendant et après le viol. Et la personne, en fond, a cette pensée qui va déteindre sur tout ce qu'elle fait dans la vie, d'où le manque d'estime de soi. Chaque traumatisé a des pensées et des réactions comme cela que son cerveau n'arrive pas à intégrer correctement. Comme quelqu'un aussi de violé à 7 ans qui se demande en boucle pourquoi elle s'est pas débattue. Sauf que quand t'as 70 kilos de moins que ton agresseur, tu peux pas vraiment te débattre. L'idée est que tant que le cerveau n'a pas intégré ses pensées de façon rationnelle par l'hippocampe et le cortex, cela va teinter la vie de la personne de façon négative, car comme tu t'en doutes, les informations que tu gères et qui rentrent dans ton cerveau quand tu es en train de te faire tuer, c'est pas les plus agréables au monde. Donc en résumé, un stress post-traumatisé, il reste bloqué, parce que la communication entre les parties intellectuelles et les parties survie de son cerveau ne communique plus. Et il reste bloqué dedans car les parties intellectuelles mettent trop de temps à calmer l'amygdale ou que le cerveau tourne en boucle sur des pensées ou des questions sans pouvoir y répondre. Maintenant, on va voir ce qu'on y peut.
Avant de parler des psychothérapies, on va parler un peu du rôle des médicaments. Premièrement, quand le stress post-traumatique est installé, les médicaments ne peuvent pas le soigner. Ils ne peuvent servir que de béquilles, mais ils ne vont pas rétablir correctement la communication. Par contre, on a remarqué que les bêta-bloquants permettaient d'éviter que le stress post-traumatique ne devienne chronique. Les bêta-bloquants, en fait, c'est des médicaments qui bloquent tes réactions au stress. Donc, après l'agression, tu te sens plus calme. Si tu te sens plus calme, tu peux mieux traiter les informations du trauma et du coup, tu as moins de chances de tomber dans le piège de l'évitement. Par contre, on n'a pas encore assez de recul pour voir l'intérêt des bêta-bloquants une fois que le stress post-traumatique s'est installé. Ce qui nous fait arriver aux 2 thérapies conseillées actuellement pour le stress post-traumatique, le MDR et les TCC. Donc, si les 2, elles ont un background et des méthodes différentes, les 2 visent la même chose, c'est-à-dire laisser le temps aux parties intellectuelles de calmer l'amygdale et retraiter l'information traumatique par ces mêmes parties. En TCC, par exemple, pour éviter les pétages de câbles et pas faire interner la personne, on va progressivement intégrer les souvenirs des moins pires au pire, en commençant par exemple à calmer l'amygdale avec les souvenirs des lieux, pour finir progressivement par ce qu'on appelle des hotspots, c'est-à-dire les moments les plus hard, ceux qui feraient péter la câble à la personne quand elle s'en souvient. Parce que c'est difficile à s'en rendre compte, mais même lors d'un viol ou d'une tentative de meurtre, tout n'est pas traité de manière égale par ton cerveau. Et il y a des moments qui te feraient plus péter un câble que d'autres, où ce que tu vivais était encore plus horrible qu'horrible. Des fois, même les moments les plus chauds ne sont pas liés au trauma, mais après coup, pendant que l'esprit est encore sidéré. Comme par exemple des gens qui vont rester bloqués sur le fait que leurs parents les ont laissés tomber le jour du viol en leur disant que c'était leur faute. Du côté de l'EMDR, on a trouvé une technique pour faciliter le passage des souvenirs. C'est de détourner l'attention de la personne pendant qu'elle raconte, ce qui diminue l'impact émotionnel du récit et permet au cortex et l'hippocampe de faire leur boulot. Après, quelle que soit la méthode, comme je t'ai dit, il y a l'importance de l'analyse de toutes les merdes qui se sont foutues dans la mémoire traumatique et d'en parler afin d'éliminer tous les processus latents qui pourrissent la vie de la personne et qui se sont foutus là lors de l'agression. Alors en théorie, ça a l'air simple, mais ça demande quand même déjà pas mal de tact parce qu'il faut pas y aller bourrin et faire péter la personne. En plus, la personne n'est pas forcément disposée à te parler ou à avoir du lien avec toi, étant donné qu'elle a un sentiment de danger constant. Et de 2, parce qu'en fait, y a plein de complications possibles. Imagine que tu t'es fait agresser il y a 10 ans. Ça fait donc 10 ans que tu vis avec un flingue sur la tempe dans ta tête, ce qui a eu une influence sur ta vie sociale, familiale, professionnelle, et t'a ouvert la porte à plein de problèmes comme la dépression, le trouble panique, les insomnies ou les problèmes sexuels pour les gens violés. Donc, des fois, une personne en stress post-traumatique, c'est difficile de tout démêler parce que ça peut traîner depuis longtemps. Sachant que tu peux laisser traîner pendant des années parce que tes proches, comme la police, comme les gens qui vont t'entourer après le trauma, ne seront pas les plus aidants et ne seront pas les plus à même à t'aider et à te faire traiter correctement. Et la deuxième grosse complication, c'est quand le stress post-traumatique non traité date depuis l'enfance. Et là, c'est la plus grosse des merdes parce que la personne va construire sa personnalité sur l'idée qu'elle est constamment en danger et sur les programmes latents qui se sont foutus dans la tête lors du trauma. Ce qui au mieux peut amener quelques problèmes d'attachement, mais au pire amener à des gros troubles de la personnalité, voire de la psychopathie, dans les cas les plus graves. Donc si le modèle du stress post-traumatique il est bien compris, et ça a l'air simple en théorie à soigner, c'est un trouble qui peut vite empirer et nécessite d'être traité rapidement avec pas mal de tact, sans tout faire sauter, un peu comme un mec de la police des mineurs qui essaie de désamorcer cette bombe. En théorie, c'est simple, il doit couper le bon fil. En pratique, il risque de tout faire sauter. Voilà, c'est fini sur la vidéo explicative du stress post-traumatique. Maintenant, si tu veux d'autres explications d'autres pathologies ou d'autres concepts psy, en fait, t'as plein de chaînes. Là, je te mets plein de liens vers ma chaîne et puis vers d'autres vidéos. Et puis, si tu veux, aussi dans la description, tu peux voter pour les sujets qui t'intéressent, ce qui me poussera à faire les sujets qui intéressent le plus de monde. Voilà. En attendant, bonne nuit.